Eh bien, écoutez, on va commencer cette première table ronde de l'espace 2 du sommet 2025 CB. Le thème qu'on va vous présenter concerne très essentiellement les titres spéciaux de paiement et on va essayer de développer le sujet sur à la fois les nouveautés, vous donner un petit bilan sur le plus ancien d'entre eux qui est le titre restaurant et vous donner aussi quelques perspectives. Et donc, à l'occasion de cette table ronde, nous avons le plaisir de recevoir deux émetteurs et le président de Connext, qui est l'un des maillons importants de la chaîne de valeur et de l'écosystème. Ce que je vous propose avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est que nos invités se présentent et présentent aussi un petit peu leur entreprise, de manière à ce que le contexte soit bien planté. Et à partir de là, on commencera les développements. Commencez par toi, Astrid. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc Astrid Desmains, je suis directrice des offres de paiement de Pluxee. Et Pluxee, c'est un des leaders mondiaux des avantages et récompenses aux salariés. On est présent dans 29 pays dans le monde, et en particulier en France. Donc Vincent Toche, président de Connex. Donc Connex, c'est une fintech qui a été créée en 2012, donc il y a une bonne dizaine d'années, et qui a deux missions principales, la gestion d'une plateforme d'autorisation et la gestion d'un réseau d'acceptation de commerçants et de points de vente pour le compte de nos clients qui sont essentiellement des émetteurs de titres spéciaux de paiement et notamment le titre restaurant. Et pour donner quelques petits chiffres, parce que je sais que chez CB, on est friand de chiffres, Connex, maintenant, c'est une plateforme qui fait 1 million de transactions par jour. On gère 250 000 points d'acceptation. Et puis, comme on est une fintech rentable, puisque depuis 10 ans, on gagne de l'argent, ce qui n'est pas si courant que ça dans le monde de la fintech. Et donc ça, nous sommes heureux de le savoir, parce que je crois que nous sommes tes principaux clients. Donc ça nous fait plaisir de savoir que ça marche bien. Cyril Brunel, donc moi je suis chez Hubcop, donc également émetteur de titres spéciaux de paiement, de plateformes et de solutions, permettant de donner un petit peu le pouvoir d'agir et du pouvoir d'achat à nos citoyens et nos salariés. J'encadre tout ce qui est développement des solutions, qu'elles soient digitales, solutions de paiement. J'ai une petite équipe avec moi que je salue au passage, qui contribue au développement de cette belle réussite. Et voilà, je suis là pour donner quelques explications, comme avec mes trois camarades, sur les titres spéciaux de paiement. Merci à tous les trois. On va donc rentrer dans le vif du sujet. Et dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de planter un peu le décor aussi sur tout ce qui est titres spéciaux de paiement, qui est le dernier dé d'un décret qui n'est pas si vieux que ça d'ailleurs, et qui est un terme finalement qu'on emploie de manière assez récente et qui est encore un peu inconnu. Et du coup, est-ce que, Vincent, tu pourrais nous en dire un peu plus sur qu'est-ce que c'est que cette bête-là et qu'est-ce qu'elle vient faire dans le monde CB? Oui. Alors c'est vrai que titre spécial de paiement, c'est pas très courant au niveau monétique. En revanche, c'est un vieux terme, et c'est un vieux terme français, parce qu'on le retrouve dans une ordonnance de 1967, donc signée par le général de Gaulle et Georges Pompidou. Donc j'étais très 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 jeune. Et donc ce terme existe depuis donc fort longtemps. Et petite parenthèse, donc il n'est pas lié à la monétique, au paiement, puisqu'il concerne également les supports papier. Et donc c'est cette ordonnance de 67 qui établit le titre restaurant en France, qui, pour la première fois, parle de titre spécial de paiement. Derrière, avec l'évolution technologique, avec l'Union européenne, il y a un certain nombre de directives qui sont venues. Et donc là, sans rentrer dans les détails juridiques toujours un petit peu complexes, et qui, je pense, intéressent assez peu de monde, la directive de la monnaie électronique a été transposée dans la loi française. Pareil, la directive des services de paiement a été transposée dans la loi française. Et ces deux textes ont clairement dit que le titre spécial de paiement était hors code monétaire et financier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est le principe d'exclusion. Donc, c'est une définition un peu négative d'un titre spécial de paiement qui dit qu'en gros, un titre spécial de paiement, c'est beaucoup de choses, mais en tout cas, ce n'est pas de la monnaie, ce n'est pas de la monnaie électronique, ce n'est pas des services de paiement. Et ce n'est pas un moyen de paiement. Et pour après avoir une espèce de panorama un peu des titres spéciaux de paiement et pour être un petit peu plus concret, je vous conseille de lire une note de synthèse qui a été faite dans le cadre des travaux du Conseil national des moyens de paiement en 2023, donc c'est relativement récent,
qui dresse un panorama de tous les différents titres de spéciaux de paiement en France. Donc il y en a 10. Ça représente un volume grosso modo de 15 milliards d'euros. Donc si on rapporte ça au PIB, parce que maintenant on parle beaucoup de PIB, c'est 0,5% du PIB. Et derrière, vous avez 10 produits, dont le plus important d'entre eux, le plus ancien d'entre eux et le plus dématérialisé d'entre eux, c'est le titre restaurant, qui couvre à peu près 2/3 de ces 15 milliards. Le deuxième produit, c'est le chèque vacances, grosso modo 2 milliards. Puis vous avez tout ce qui tourne autour de la carte cadeau, de la carte culture, c'est encore une enveloppe de 2 milliards. Et puis après, vous avez d'autres produits plus marginaux, plus petits, encore moins connus, mais qui peuvent être amenés à une certaine croissance. Vous avez le chèque emploi service universel, donc c'est les services à la personne. Vous avez le titre mobilité, qui est le petit dernier, qui date de 2019. Et puis vous avez également un certain nombre de chèques qui tournent autour de l'action sociale, dont je crois Cyril parlera. Donc voilà, ça dresse un petit panorama avec certains... Donc c'est important, beaucoup de diversité. Et c'est, je crois, le côté spécifique des titres spéciaux de paiement. Ce n'est pas la notion de titre, ce n'est pas la notion de paiement. Ce qu'il faut retenir, c'est le côté spécial. Donc ce sont des produits à chaque fois spécifiques, avec des règles de gestion très spécifiques. Donc c'est rapidement un petit peu compliqué, parce que derrière, en plus, il y a des exonérations sociales et fiscales, souvent associées à chacun de ces produits. Mais je pense qu'on va rentrer dans les détails. Et comme c'est spécial, évidemment, ça a intéressé CB. Il faut dire derrière qu'en 2024, on a défini dans cette famille 7 produits, en poussant un petit peu derrière les statuts, c'est-à-dire derrière qu'on a fait modifier les statuts d'IGE pour pouvoir mettre à la gamme et faire valider par le CODIR ces 7 nouveaux produits qui sont maintenant disponibles à l'émission, et je pense qu'on va en parler un peu tout à l'heure, mais qui était un peu la première brique fondatrice de cette nouvelle famille qui est vue clairement chez CB comme un relais de croissance. Merci Vincent. Par rapport à cela, on rentre maintenant un petit peu plus encore dans le détail. Au niveau de ces titres spéciaux de paiement qui sont dématérialisés pour beaucoup d'entre eux, quel est le rôle spécifique de l'émetteur? C'est Cyril que je vais mettre à la torture. Et quelle est un peu leur différence avec une carte CB? Comment ce morceau de plastique se différencie des autres par rapport à ce qu'on connaît et ce qu'on émet actuellement sur le marché français? Alors, Vincent a quand même dressé un gros tableau de ce qu'était un petit peu la particularité des titres spéciaux de paiement. On va prendre peut-être 2-3 cas qui montrent cette différence avec le monde bancaire. C'est vrai qu'un titre spécial de paiement, par définition, tout le monde peut émettre un titre spécial de paiement. C'est-à-dire que même dans la chaîne des établissements, un établissement de crédit pourrait. La seule différence, c'est que les spécificités qui font que ce produit est hors champ de la DSP2 et donc il est exclu du Code monétaire et financier, nous donne à nous cette caractéristique d'émetteur parce qu'on doit répondre à certains critères. Le premier des critères, c'est la territorialité. Il faut savoir que les titres spéciaux de paiement, pour pouvoir être classés comme hors champ et ne pas être considérés comme de la monnaie électronique, il faut qu'ils soient dans un usage purement domestique, c'est-à-dire en France quand le titre est émis en France. Ensuite, dans les règles, vous avez toujours un financeur quelque part entre le consommateur ou le bénéficiaire et l'émetteur. C'est-à-dire que vous ne trouverez pas de titre repas sur Internet en vente libre. Ça n'existe pas. Vous ne trouverez pas ce genre de produit. Il va falloir forcément qu'on ait en face de nous un émetteur, un financeur. Il faudra qu'on ait une société qui souhaitera, pour le cas du titre repas, équiper ses salariés et pouvoir donner cette dotation repas. Ensuite, vous avez d'autres critères qui sont le réseau de biens limité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un titre spécial de paiement va être utilisé chez certains commerçants. Il ne pourra pas être utilisé chez tous les commerçants. Vous aurez dans le cadre de titre restaurant forcément un usage dans la restauration, les métiers de bouche, les grandes surfaces en France. C'est une particularité. Dans d'autres pays européens, nous n'avons que les restaurants. Mais en France, vous avez cette possibilité-là. Et vous avez quelque chose de très important. C'est que sur ce métier, on est sur du prépayé. C'est-à-dire que la base même de l'émetteur de titres spéciaux de paiement, c'est du prepaid. Et il y a un autre critère important, c'est que ce n'est pas convertible. On ne peut pas transférer cette dotation en retrait d'espèces. Donc par définition, chaque émetteur ne peut pas proposer de retrait d'espèces sur les titres spéciaux de paiement. Ça en fait cette caractéristique, c'est pour ça que tout émetteur ne le fait pas et que les émetteurs de titres spéciaux de paiement sont tenus de respecter ces cadres réglementaires et sont tenus de pouvoir justifier du bon usage dans ces critères des dotations qui sont faites. Merci Cyril. Donc, le contexte est posé, le produit est défini. Du coup, on arrive à avoir un produit qui est dans une gamme. Et
comment derrière on arrive, parce que vous avez quand même beaucoup de produits à votre catalogue, à avoir une gamme qui est cohérente, et comment ce type de produit est promu, vendu, expliqué et mis en place finalement. Astrid? Effectivement, par rapport à la gamme de produits, ce qu'on fait nous, c'est qu'on déploie une approche conseil vis-à-vis des entreprises. Et une approche conseil, ça veut dire qu'on les aide à définir leur politique à elles, davantage aux salariés, et que cette politique soit la plus personnalisée possible. Alors, qu'est-ce que c'est ces avantages? Vincent en a cité un certain nombre. Moi, j'ai bien aimé le film qu'on a vu, le film institutionnel CB. J'ai vu qu'on s'embrouillait à table. Alors, j'espère qu'on s'embrouille, mais qu'aussi on peut Pas régler... sur les podiums, pas sur les podiums. Voilà, pas sur les podiums, et puis pas que s'embrouiller. Donc, on peut profiter d'une pause déjeuner agréable avec son titre restaurant. On peut avoir un cours de sport pour se détendre. On peut avoir l'occasion de trouver une solution pour une garde d'enfants. Donc, en fait, il y a tout un cycle des avantages aux salariés. Ça, c'est très important. Les avantages aux salariés, ils jalonnent, ils ponctuent la journée du salarié. Et ça va jusqu'au trajet domicile-travail, puisque chez Pluxee, on a une offre qui s'appelle Pluxee Mobility, qui est là pour favoriser la mobilité durable. Donc on voit bien qu'on est présent potentiellement dans tout le parcours de la journée du collaborateur. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que vis-à-vis des entreprises, on est vraiment comme un levier de performance, en tout cas c'est le positionnement qu'on adopte, pour justement répondre aux nouvelles attentes des salariés qui sont souvent liées au bien-être et aussi au pouvoir d'achat, bien évidemment. Et enfin, vis-à-vis des 250 000 commerçants qui sont partenaires, on est un facteur de visibilité et un facteur de trafic. Alors, plus qu'un simple fournisseur, vous avez bien compris qu'on se positionne comme un levier de performance parce qu'il faut être présent tout au long de la vie du collaborateur au sein de son entreprise. On est là pour l'attirer, on est là pour le motiver et on est là pour le fidéliser. Et donc, chez Pluxee, aujourd'hui, on a la gamme la plus étendue d'offres de services. On a une douzaine d'avantages, tous ceux que Vincent a cités. Donc, le titre restaurant, le CESU, bien évidemment, mais aussi du partenariat pour, par exemple, le sport avec Gymlib. On a également du bien-être financier avec Rosalie. Donc, on essaye de couvrir un champ de bien-être qui est le plus vaste possible. Vincent a cité un marché de 15 milliards d'euros aujourd'hui. On pense que ce marché a un potentiel de 100 milliards d'euros. Il est encore largement sous-exploité. Donc, on se positionne, nous, comme un acteur privilégié de l'employee benefits en anglais, donc des avantages et récompenses aux salariés. Et on veut aller plus loin sur l'exploitation, la pénétration de ce marché. Et puis, dernière chose, on est là aussi pour aider les entreprises à simplifier leur gestion. Donc, dans notre approche conseil, on essaye que tout au long de leur expérience, ce soit dématérialisé, fluide et simple, que l'ensemble des services soient au même endroit pour l'entreprise et pour les bénéficiaires. Juste, c'était pas prévu dans le truc, mais j'ai une question. À chaque fonction correspond un produit ou on peut avoir des produits all-inclusive avec derrière une gestion intelligente sur le même support? Comment ça fonctionne? Comme vous voulez. Aujourd'hui, comme le précédent Astrid, on a une rosace d'avantages aux salariés. On accompagne vraiment le salarié et le citoyen. Ça va au-delà du salarié, on parle vraiment du citoyen dans tous ces bénéfices dont il peut bénéficier, tous ces bénéfices sociaux. Donc, on parlait du sport, on parle de la culture, on parle de ça. Donc, c'est vraiment aujourd'hui l'accès à des aides, l'accès à des exonérations. Encore une fois, ça rappelle ce qu'on aimait. Et très souvent, on le raccroche à une solution de paiement ou deux solutions de paiement ou une plateforme. Mais la technicité devient presque... ça vient en arrière de ce que l'on propose et de la communication. On le dit, on est des émetteurs aujourd'hui, on accompagne les entreprises, on a un marché qui est effectivement, quand on prend tous ces avantages confondus, qui est très très gros et qui est surtout gros en termes de bénéficiaires. Donc le but pour les émetteurs aujourd'hui, c'est d'accompagner ces bénéficiaires, encore une fois, qu'ils soient citoyens ou salariés. Très bien. On va poursuivre un petit peu en prenant le plus ancien d'entre eux, celui qui est connu, qu'on a tous pratiquement ou dans notre portefeuille ou dans notre téléphone mobile. Je parle bien sûr du titre restaurant, que ce soit sa version papier et de plus en plus sa version dématérialisée. Ça fait presque 10 ans que maintenant il est en version dématérialisée. Je vais revenir vers toi, Vincent. Comment le monde de la carte bancaire et le monde de CB en particulier
et le monde du titre-restaurant se sont rencontrés pour créer cette innovation. Parce que c'en est une, hein, c'était quand même quelque chose qui était assez disruptif à l'époque où les choses se sont nées. Comment ces deux mondes se sont rejoints pour créer ce type d'offre et atteindre ce tel niveau de performance? C'est une bonne question. Moi, je vous propose de revenir un petit peu en arrière parce que en fait, cette histoire n'est pas tellement connue. Donc, les titres spéciaux de paiement ne sont pas très connus, mais l'histoire de la collaboration entre les titres spéciaux de paiement et CB est encore moins connue. Donc, il faut se replacer. Donc, il y a plus de 10 ans, on est en 2012, donc création de la société Connex. Mais surtout, la plupart des acteurs de l'écosystème à l'époque sentaient bien que la dématérialisation allait venir. Elle était déjà venue dans d'autres pays. La France était plutôt en retard. On était très, très, très attaché aux titres, aux chèques, au papier. Mais donc, on a commencé à regarder ce qu'on pouvait faire. Sachant qu'on savait pertinemment que qui dit changement technologique, dit rupture technologique, dit changement de business model, changement d'un certain nombre de choses au niveau de la chaîne de valeur, disruption, nouveaux entrants, etc. Donc il fallait grosso modo pas trop se planter. Et donc on est allé voir un certain nombre d'acteurs, des spécialistes qui sont sûrement en partie dans la salle. Et on a eu une idée un peu folle au début, qui est de dire est-ce qu'on peut concilier deux mondes quasi irréconciliables, ou en tout cas qui ne se parlent pas, qui ne se connaissent pas, le monde bancaire, donc avec sa standardisation, sa grosse volumétrie, sa résilience, la confiance que ça transporte, et puis le monde plutôt des titres spéciaux de paiement, le monde du privatif, le monde d'une succession de petits produits qui ne sont pas tout à fait homogènes. Et on s'est dit, mais pourquoi on n'essaierait pas de prendre le meilleur des deux mondes? Et donc, du coup, on s'est dit, on va peut-être commencer par aller voir le GIECB. Et c'est vrai qu'il y a en 2012, en mars 2012, hein, donc ça fait grosso modo 13 ans pile poil, certaines personnes du monde des titres restaurants sont allées voir le GIECB en disant, est-ce qu'on ne peut pas réconcilier ces deux mondes? J'avoue que la première réunion était un peu surréaliste. On posait beaucoup de questions. Je ne suis pas sûr que les gens de CB comprenaient nos questions. Ils nous répondaient. Je ne suis pas persuadé qu'on comprenait les réponses du GIECB, qu'on prenait un peu pour des experts. Mais in fine, même si on ne se comprenait pas, les deux parties ont vu qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Et in fine, finalement, ça s'est débouché assez rapidement, en tout cas beaucoup plus rapidement que ce qui était prévu, puisque rapidement, les statuts du GIECB ont été changés. Rapidement, certains émetteurs du titre restaurant ont pu entrer et faire partie des adhérents, des membres du GIECB, avec la création du collège B à côté du collège A. Et puis derrière, en avril 2014, le décret autorisant la dématérialisation du titre restaurant est paru. Et donc, on a pu lancer l'aventure de la dématérialisation avec CB, ce qui n'était pas gagné au départ. Et résultat des courses, 10 ans plus tard, je pense qu'on a fait quand même un beau parcours, puisque le titre restaurant, qui est donc le premier titre spécial de paiement en France, en termes de volume, et celui qui est le plus dématérialisé, grosso modo, entre 70 et 80%. Donc il en reste encore un petit peu, on en reparlera peut-être encore, peut-être, mais on a encore un petit peu de travail à faire sur le titre restaurant et encore beaucoup de travail à faire sur les titres spéciaux de paiement qui sont un peu la nouvelle frontière entre les émetteurs de titres spéciaux de paiement et le partenariat avec CB. Voilà. Et tout ça pour arriver tous les quatre sur le podium au sommet 2025 de CB. Exactement. Donc finalement, on arrive à s'entendre, c'est quand même un peu... Oui, non, et pour dire quand même, CB, pourquoi... ce qui était, quand on regarde un peu dans le rétroviseur, il y a un savoir-faire CB qui manifestement avait du sens par rapport au projet de dématérialisation de ces titres. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est un nouveau marché qui s'ouvre. Donc, c'est assez logique derrière qu'on le voit comme un relais de croissance et qu'on s'y intéresse et qu'on le promeut même, pour dire les choses comme elles sont.
Troisièmement, c'est vrai que derrière, ce relais de croissance, il s'exprime aussi par la croissance du parc de cartes, hein, parce que sur les 77 millions de cartes CB en France, il y en a quand même 7 millions qui sont des titres restaurants, soit sur la version physique, soit la version dématérialisée, c'est-à-dire dématérialisée dans le téléphone. Donc c'est pas rien. Et c'est en plus des produits qui fonctionnent et qui fonctionnent de plus en plus. Parce qu'on est quand même sur des taux de croissance, que ce soit en volume de cartes ou en volume de transactions, de l'ordre de 18%. On a tutoyé les 350 millions de transactions l'an dernier. Et c'est continue à progresser. D'ailleurs, il reste encore une niche de dématérialisation sur les titres papier. Si j'ai bien compris, qui est de l'ordre de 3 millions à peu près, c'est ça? Juste une question d'ailleurs, est-ce qu'il y a des endroits particuliers où il y a encore un effort à faire pour dématérialiser, ou c'est grosso modo de manière homogène un peu réparti partout? Cyril ou Astrid? Enfin, le titre repas a beaucoup évolué. Il y a des domaines encore où on est très très équipé papier en France. On est quand même encore sur des marchés et sur un pays où on est encore attaché à cette notion de chèque papier. Ne serait-ce que les chèques bancaires, hein. Je crois qu'aujourd'hui, il y a toujours peut-être 20%, entre 15 et 20% de transactions qui se passent par chèque. Donc on a cette culture en France du chèque et voilà, si on prend l'exemple du cadeau, le cadeau est un domaine dans lequel il y a encore beaucoup à faire. Alors, Pluxee a un positionnement assez différent, puisque nous axons très clairement sur la digitalisation. Et avant le Covid, le papier, c'était encore 70% du titre restaurant. Aujourd'hui, ce n'est plus que 30%. Et nous sommes au-delà de la moyenne du marché vers la digitalisation. Donc on va dire qu'aujourd'hui, 80% de notre activité est digitalisée. Et très clairement, c'est vrai que nous, de notre point de vue aussi, la digitalisation va accélérer ces opportunités de développement, d'où notre volonté d'accompagner tous les émetteurs sur ce marché-là, quels que soient les titres d'ailleurs. Oui, Cyril. Alors, oui, tout à fait. Et en fait, Vincent parlait d'il y a une dizaine d'années. Faut se remettre il y a 10 ans. On a quand même la transpo de la DSP2. On a l'open banking qui arrive en France. On a tous ces nouveaux émetteurs, néo-émetteurs qui se mettent sur le marché. Et ça a été le côté déclencheur. C'est-à-dire qu'il y a eu, et tant mieux d'ailleurs pour le marché, parce qu'on est passé à peu près de 4 émetteurs historiques. Il faut savoir qu'en 2010, on n'a encore que 4 sur le marché. En 2012, on n'a encore que 4. Et en 2025, on est quasiment 20. Donc il y a eu à peu près entre 15 et 16 émetteurs qui sont arrivés ces 10 dernières années et qui ont bousculé ce marché, qui ont permis de se mettre au monde du digital. Alors évidemment, chez Upcop, on est comme chez Pluxee et comme la majorité des émetteurs, on se plie aux règles de la digitalisation. Et tant mieux, hein, parce qu'encore une fois, on accompagne un bénéficiaire, un citoyen dans l'usage de ce qu'il a comme titre. Donc c'est bien de le faire. Il y a encore du papier. On parle encore de 20%, 30%, 20%, mais je pense qu'on n'est pas très loin des 20. Je crois qu'à l'époque, il y a une dizaine d'années, en termes de papier unité, on était à plus d'1 milliard, voire 2 milliards de titres en circulation. Il doit rester 150 millions à 200 millions de titres encore. Mais ça avance, c'est quand même un marché qui est très très dynamique, c'est un marché qui bouge énormément. Donc c'est tant mieux pour les financeurs, pour les bénéficiaires, pour les citoyens. Et à ce titre d'ailleurs, j'en profite parce qu'on a actuellement on va dire un toilettage de la loi. Vous avez tous entendu parler l'an dernier de cette fameuse proposition de loi qu'on souhaitait autour du titre repas et notamment la volonté de digitaliser à 100% et qu'il n'y ait plus de circulation le titre papier. On a toujours cette discussion qui est aux côtés de la ministre aujourd'hui. On a une nouvelle ministre depuis la dissolution. On a le représentant du collège des émetteurs qui est parmi nous. Et donc, il y a quand même une volonté de l'État de vraiment pousser et d'arriver à terme à cette fin de papier. Alors, peut-être pas cette année, mais très certainement l'an prochain. En tout cas, il y a vraiment une communication, une concertation autour de ces sujets-là. Merci Cyril. Un petit focus, parce qu'on disait derrière en effet que CB croit beaucoup, notamment grâce à la digitalisation, au potentiel de ce marché. On a parlé derrière des évolutions du statut qu'on a pu faire pour pouvoir héberger, mais il y a aussi une évolution de la gouvernance, dans la mesure où les parties prenantes avaient le droit au chapitre, hein, en quelque sorte, donc soit des présences au comité de direction ou dans les organismes qui préparent le comité de direction. Et à ce titre, Pluxee, qui représente un peu le collège des émetteurs au niveau CB, pourquoi vous avez choisi CB, pour dire les choses un peu abruptement, et quel est un peu le retour d'expérience que vous pourriez partager avec nous par Alors rapport à ce Renan, choix? tu vas être content de savoir qu'il y a plusieurs raisons. La première raison, très clairement, c'est qu'on a un réseau privatif. Donc Pluxee, monétiquement, intègre les marchands et le fait grâce à CB. On les intègre et il y a tout type de marchands, on l'a évoqué. Il y a les commerces de bouche, les restaurants, la GMS,
chez qui maintenant on peut accepter le tout alimentaire. Donc on intègre monétiquement un nombre significatif de marchands, puisqu'on parlait de 250 000 marchands tout à l'heure. Et ça, on le fait grâce à CB. On a également choisi CB pour la sécurité. Et puis pour les protocoles qui sont quand même largement partagés par l'ensemble des acteurs du paiement en France. Et donc ça nous permet à la fois d'être dans ce réseau privatif, mais de viser l'universalité en parallèle du paiement. Donc pour nous, c'est très important. On a enfin choisi CB pour la compétitivité économique et pour les coûts. Et puis j'ajouterais, et vous avez entendu que Pluxee a un positionnement très axé autour de la digitalisation, qu'on a choisi CB comme partenaire pour nous digitaliser. Ça nous permet vis-à-vis des XP de mutualiser des investissements. Et je peux vous dire qu'on travaille très activement à aller un cran plus loin avec les XP, CB et la STET. D'ailleurs, sur les XP, parmi les 3 principaux players qu'il y a sur ce sujet-là, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'avant l'été, Apple Pay sera disponible au niveau des titres restaurants. Après l'été, Google Pay. Pour l'instant, on reste un peu l'arme au pied au niveau de Samsung Pay dans la mesure où il n'y a pas eu d'appétence qui nous a été remontée. Ça nous en fait quand même 2 dans l'année 2025. Je pense qu'on ne va pas chômer. Mais dès que les demandes apparaîtront ou le besoin pourra naître, à ce moment-là, on pourra viser le grand chelem. Compte tenu de tout ça, sachant derrière qu'un autre avantage que j'ai omis de vous dire, c'est que derrière nous, vu CB, avoir ce collège B qui représente les émetteurs de titres spéciaux, ça permet aussi de grossir un peu les rangs. Et c'est vrai derrière que quand on a un discours sur la souveraineté, quand on va expliquer auprès des organismes publics l'importance d'avoir un système de paiement souverain, d'avoir des spécificités françaises, parce qu'on colle à l'économie française avec ses spécificités. Par exemple, on est les seuls à remonter le SIRET, ce qui permet d'ailleurs d'identifier de manière extrêmement fine l'accepteur de la carte, ce qui a du sens quand on est dans des dépenses fléchées. Il ne faut pas oublier derrière que la personne peut dépenser parce que de l'autre côté, il y a des exonérations fiscales et sociales. Pas d'URSSAF, pas d'impôt sur le revenu, c'est quand même de l'argent. Ça nous permet, nous, de peser beaucoup plus lourdement et de manière plus argumentée vis-à-vis des gens qui ont autorisé ces produits. Parce qu'au final, ces produits sont autorisés parce que la République française a émis des décrets créant le produit. Dit autrement, ça nous permet de nous positionner non seulement en disant derrière qu'il n'y a aucune raison sur pays américain pour un produit qui ne peut payer qu'en France, mais que le produit doit être le plus adapté possible au contexte français parce que les citoyens français font l'effort de ces dégrèvements fiscaux finalement. Donc c'est vrai que derrière, d'être groupés, que ce soit les émetteurs bancaires habituels ou les émetteurs de titres spéciaux, nous permet d'avoir ce poids et cette compréhension qui fait que derrière, on est légitime dans le site de démarche. Donc c'est vraiment important de vous avoir intégré à cette gouvernance et d'avoir rejoint le bateau. Typiquement, le titre restaurant est un succès. Je ne dirais pas que c'est un succès du passé, puisqu'il reste encore des poches, on vient de le voir à conquérir. Mais il y a d'autres sujets d'actualité. On revient maintenant un peu au premier sujet, qui est ce nouveau produit qui commence à arriver sur le marché et qui commence à se déployer de manière grandissante, avec notamment la digitalisation. Quelles sont vos différentes actualités, l'un et l'autre, par rapport à ces nouvelles opportunités qui apparaissent maintenant? Cyril ou Astrid, comme vous voulez, par le bout que vous voulez. Alors, depuis 2023, Pluxee investit 10% de son chiffre d'affaires chaque année dans la tech. Donc, vous comprenez pourquoi on va à marche forcée vers cette digitalisation. Et c'est parce qu'il y a une attente du marché, il y a une attente de nos clients et ça correspond à l'usage de leurs bénéficiaires. Donc, c'est à ce rendez-vous-là que nous voulons être. On amène du coup le titre restaurant vers tous les usages de paiement. Par exemple, il y a le paiement complémentaire qui est en place sur le titre restaurant. Il y a un plafond de 25 € de dépenses quotidiennes. Pour aller au-delà de ce plafond, on permet aux bénéficiaires de coupler son compte particulier pour pouvoir compléter sa transaction de titre restaurant. On a une approche aussi mobile first, ce qui signifie qu'on va pousser, par exemple, des usages de cartes virtuelles beaucoup plus loin, en proposant la virtual card first, si jamais ensuite l'utilisateur veut souscrire la carte physique, mais finalement ce n'est pas la physique en premier, voire jusqu'à aller pour la virtual only. Donc on a vraiment cette approche mobile first dans l'expérience de paiement, mais pas que, puisque ce qu'on veut, c'est que dans son approche mobile, le bénéficiaire retrouve la palette des services qu'on a évoqués et qu'on est en train d'ouvrir bien au-delà du titre restaurant.
On est aussi sur une approche plateformative. Alors, je suis désolée, plateformisation, j'emploie un peu des gros mots, qui ne sont pas très beaux en tout cas. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on couple la technologie à l'intelligence artificielle et l'humain pour être au rendez-vous de tous les points de rencontre avec le client, avec l'utilisateur final. Donc ça, c'est notre objectif. Et derrière, on a, pour nous, Pluxee, un objectif de mise à l'échelle mondiale, puisque ce qu'on a derrière, c'est 29 pays. Et donc, ce qu'on essaye de faire quand on pousse à la digitalisation dans un pays, évidemment, on le fait dans une approche mondialisée. Et puis, il y a un dernier sujet très important qu'on n'a pas encore évoqué jusqu'ici, c'est la RSE. On a un engagement très fort côté RSE. Et ça se traduit dans la façon dont on conçoit nos plateformes aujourd'hui. On essaye de les concevoir de façon éco-responsable en suivant les bonnes pratiques de Green IT. On est en cours de labellisation. On a réduit de 30% l'utilisation de nos serveurs dans le cadre de l'ensemble des activités de Pluxee France. Et on est 100% sur de l'énergie renouvelable pour nos sites en France. Donc c'est un engagement très fort. 79,6% de notre consommation carbone est liée à nos fournisseurs. Donc on embarque aussi nos fournisseurs dans cette approche d'achat responsable pour parvenir à tenir nos objectifs RSE. Je te laisse la parole juste après, Cyril. Juste le point RSE, je voulais le noter. C'est vrai que derrière, c'est un point aussi qui rentre pas mal en résonance avec ce qu'on veut faire sur les titres restaurants, parce que l'un des points RSE sur lesquels on travaille maintenant depuis 2 ans au niveau de CB, c'est l'accessibilité du paiement. Ça nous a amené à faire un certain nombre d'éléments pour le paiement pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes. 2 millions de personnes quand même en France. Sur les personnes sourdes, sur les personnes handicapées, on a beaucoup de sujets. Et derrière, on arrive aussi derrière sur d'autres aspects comme le cash in shop qui va commencer à se développer en France, ou les titres restaurants, c'est-à-dire les avantages sociaux, de devoir donner aux gens accès au paiement sous toutes ses formes. Et c'est vraiment fondamental. Et c'est vrai que le titre spéciaux y participe. Excuse-moi Cyril, je t'ai coupé la chic. Absolument pas. Ça va Absolument venir. pas. Ça va venir. Non, mais voilà, ça a permis de reposer la RSE dans le cadre du discours. Non, je voulais intervenir après Astrid. Alors évidemment, on a une forme un peu différente chez Upcop. On est, pour rappel, je ne ferai pas d'histoire, mais la Upcop, la maison mère d'Upcop est une coopérative. Et par définition, enfin, depuis peu, une coopérative qui est une coopérative à mission. Et donc, il y a dans ses valeurs traditionnelles l'aide aux citoyens. Vous savez que chez Upcop, on accompagne notamment l'État sur tout ce qui est dispositif d'aide aux migrants à travers des solutions qu'on met à disposition pour certifier à l'État que l'aide qui est donnée à un demandeur d'asile sera utilisée telle que l'État le met ou le propose dans son accompagnement. Il y a 2 ans de cela, dans cette approche un petit peu people, on va dire, des solutions qu'on pourrait faire avec l'État, on a commencé à réfléchir et à savoir comment avec CB, partant du principe qu'un des fondamentaux de l'exemption ou du hors-champ de la DSP2, c'était la territorialité, il nous a paru évident de commencer à se rapprocher de CB pour dire mais pourquoi ne faisons pas un titre domestique qui s'appuie sur un scheme domestique? Parce que potentiellement, dans toute la chaîne de paiement, on n'avait quasiment que du Made in France. Manquait effectivement 1 ou 2 acteurs du paiement qui n'étaient pas Made in France. Donc on a travaillé sur ce sujet-là, on s'est approché, je me souviens, il y a 2-3 ans, j'avais commencé à travailler avec tes prédécesseurs, tu n'étais pas encore là, mais on avait commencé à travailler ce sujet-là et petit à petit, c'est devenu une évidence de faire une solution mono-badge CB pour répondre à ces besoins-là et pour répondre à des besoins que propose l'État. Et notamment dans les titres qu'a cité Vincent tout à l'heure, il y a le chèque d'accompagnement personnalisé qui vient de la loi d'exclusion du début de ce siècle. Et donc nous avons travaillé cette proposition de valeur ensemble pour s'assurer de sa territorialité d'une part, mais aussi de pouvoir être sûr que le titre ne sortait pas de la France, mais que le titre pouvait être consommé dans un réseau de commerçants bien spécifique et demandé et parfois ciblé par l'État. Donc nous avons fait tous ces travaux ensemble. Le deuxième volet, c'est qu'on peut confirmer aujourd'hui qu'on a du Made in France à 100% sur cette solution. Et j'en profite, je fais un peu de pub parce qu'elle sort depuis ce matin. Et tu es sur le podium. Voilà. Nous avons donc une carte CB qui est sortie. Je peux le dire maintenant parce que tous les acteurs ont enfin accepté de travailler sur ce sujet-là. Ça vient de sortir, c'est ce matin, donc j'en profite. Mais voilà, j'en profite pour remercier bien évidemment CB de nous avoir accompagnés sur ça, mais nous travaillons, je vois que nous avons notre processeur habituel Worldline qui est dans la salle également, donc à qui je dis merci. Nous avons travaillé, nous avons appris à connaître la STET et Arkea également, très récemment, qui nous ont accompagnés sur cette solution. Et puis là, je vais faire un petit clin d'œil et quand même une petite pub personnelle, parce que nous avons un industriel carte dans
dans notre maison qui est Alios, qui est une boîte à 100% détenue par Hubcop, qui est certifiée Mastercard et qui est en cours de certification CB. Donc il sera un vendor capable de faire du Mastercard et du CB en France. Voilà, on fait des petites et moyennes séries, mais il nous accompagnera également sur la production de cette solution de paiement. Et côté CB, on est très content que la famille s'agrandisse, donc merci. Il nous reste un tout petit peu moins de 10 minutes, donc c'est la question un peu d'atterrissage. Si on se projette un tout petit peu dans le futur et imaginons derrière qu'on remette le couvert et qu'on se retrouve ici 5 ans au sommet CB 2030. Je ne dis pas forcément au même endroit, mais tous les trois sur le même podium. Comment vous voyez la situation évoluer, le marché évoluer, votre offre évoluer? Bref, si on se projette un peu dans la science-fiction, enfin pas la science-fiction, mais dans le futur un peu proche, enfin on peut aussi être dans la science-fiction d'ailleurs, comment vous voyez les grandes tendances se dégager? Et là, la question, elle est pour les trois. Je commence ? Allez, je commence comme ça, on va dans je vais rebondir encore une fois sur les messages de Vincent, qui ne comprenait pas ce que CB lui demandait à l'époque et que CB ne comprenait pas ce que Vincent lui demandait. Alors, je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup évolué depuis, malgré tout. Je crois qu'on est toujours dans un monde où la monétique reste très compliquée. C'est très complexe de monter des solutions. Astrid l'a dit, on est sur de la digitalisation, on est sur de la virtualisation, on est sur des mondes qui atteignent des niveaux de sécurité, des engagements par rapport à tout ce qui est compliance, tout ce qui est lutte contre la fraude, que franchement, dans le monde de la monétique, c'est super compliqué. Donc, un des vœux, ce serait qu'en 2030, déjà, on apprenne à tous se faciliter la vie quand on parle de paiement, parce que c'est là où je me fais tous les ennemis de la salle. Malheureusement, la carte de paiement en tant que telle n'a aucune valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on met énormément de moyens et on fait énormément de développement pour quelque chose dont l'usage, nous consommateurs que nous sommes au moment où on va payer, l'usage, ce n'est pas forcément la carte qu'on a dans la main ou la solution de paiement dans notre téléphone. C'est tout ce qu'on va avoir à côté. Donc ça fait réfléchir sur en 2030, est-ce que CB devient un acteur de la fidélité? Est-ce que le primo-paiement demain, c'est la fidélité et pas notre carte bancaire? C'est tous ces sujets qui fait que peut-être on se retrouvera en ayant appris à bosser ensemble et puis en voyant un petit peu les évolutions que tout ça nous amènera à transformer. Donc si on se projette en 2030, il est clair que le titre restaurant sera 100% carte ou 100% digital, puisqu'on n'est pas loin, mais les 20 derniers pourcents sont toujours un peu les plus difficiles. Donc peut-être que l'État va enfin mettre la fin du papier. Je pense que la dématérialisation des titres spéciaux de paiement, dont on a un petit peu présenté les différents aspects, aura bien avancé en 2030, puisque si on regarde les chiffres sur les titres spéciaux de paiement, c'est 50% digital, carte et 50% papier. Et le digital, c'est essentiellement le vieux titre restaurant. Donc là, il y a encore beaucoup de choses à faire en dématérialisation. Le chèque vacances, dont on parle, j'imagine beaucoup de gens qui utilisent, c'est encore très papier. Et l'aspect digital est, je pense, améliorable. Et alors, troisième idée, 2030, on a le droit de rêver, Renan? On est là pour ça. Donc rêvons. Et là, je prends un peu de hauteur par rapport aux titres spéciaux de paiement, quitte à fâcher la moitié de la salle. Mais Connex, on gère 250 000 points d'acceptation. On suit les protocoles CB. On suit les CB5, les 5.2, les FRV6, point machin, point bidule. Si on regarde collectivement, individuellement, ce qu'on fait sur l'évolution du parc d'acceptation, le constat, c'est que quand les specs sortent, entre les specs qui sortent CB ou Frenchies et la fin du déploiement d'un parc d'acceptation, il se passe 10 ans. Donc collectivement, on met 10 ans à faire évoluer notre parc d'acceptation. Donc si en 2030, on pouvait diviser ça par 10 et passer en un an, honnêtement, je pense que tous autour de la table ou autour de la salle, on gagnerait en agilité et en souveraineté et en dynamisme commercial. Parce que c'est sûr que les usages évoluent beaucoup plus vite que le parc d'acceptation CB. Donc là, je pense qu'il y a un petit nœud gordien qu'il faut résoudre. Alors, c'est clairement un sujet qu'on a identifié chez CB. Ce maîtrise un peu du parc d'acceptation et ce pilotage du parc d'acceptation.
C'est clairement quelque chose qui est sur la feuille de route de Philippe Lani, qui est l'administrateur de CB, hein, dans le cadre de sa maison des paiements. C'est l'un des sujets qui peut faire partie du cahier des charges. Cela dit, j'avais une question là-dessus. Le déploiement en cours de FRV6, qui est un déploiement assez lourd et qui marche vraiment pas mal, en tout cas sur la partie standalone, est-ce que ça peut pas un peu accélérer ce toilettage et réduire un peu ces délais en supprimant certaines obsolescences, certains parcs qui sont un peu poussiéreux? C'est sûr que à chaque génération de logiciels, ça élimine entre guillemets les vieux nanars. Et c'est vrai qu'avec les nouvelles technologies, les soft POS, etc., les mises à jour sont plus rapides et plus automatisées, plus centralisées, etc. Malgré tout, il y a dans la monétique, dans le parc d'acceptation, comme dans nos systèmes respectifs, hein, et avec nos prestataires respectifs, on a des legacy qui sont quand même assez lourdes à gérer. Et c'est ça sur lequel je pense que CB a commencé à travailler et sur lequel il faut, à mon avis, accélérer pour passer à un nouveau cycle, en fait. Très bien. Bon, on n'est toujours pas dans le domaine de la science-fiction, on est largement dans le domaine du faisable. Et côté Pluxee, si on se retrouve dans 5 ans au même endroit, qu'est-ce que vous nous direz? Alors déjà, moi j'étais aux 40 ans de CB. Et Vincent a donné l'année du décret du titre restaurant, 1967. C'est ça, Vincent? Donc à nous deux, on aura presque une centaine d'années d'activités cumulées. Donc je nous souhaite que du bien. Le titre restaurant aujourd'hui, c'est l'avantage préféré des Français. Donc j'ai pas besoin de la boule de cristal pour vous dire qu'en 2030, quand on se retrouve, on est 100% digitalisé. On est Pluxee mobile first et on va le faire avec vous. Et troisième élément, on sera en route pour notre trajectoire net zéro carbone qui est fixée donc zéro carbone 2035. Très bien. Donc ce que je conclus, c'est qu'il y aura beaucoup de potentiel de développement pour CB. Je vous remercie en tout cas tous les trois pour votre participation et je vous souhaite à tous un très bon sommet 2025. Merci beaucoup. Merci.